Peut-être je me mets là, moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors merci d'être venus pour cette conférence. Vous voulez venir aussi? Non, vous repartez. J'ai eu peur. Merci d'être venus. Voilà, ça me fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait avec la crise sanitaire forcément. Donc voilà. Alors cette conférence va être filmée parce que j'ai une chaîne YouTube et je mets beaucoup de mon travail dessus, évidemment, pour faire connaître beaucoup de choses, que ce soit en sophrologie, en gym, parce que je suis prof de culture physique, enfin bref, les conférences que je fais, les travaux que je fais sur les livres, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc allez-y, rentrez. Donc cette conférence va être filmée. Voilà. Donc je vais me présenter. Vous voulez venir aussi? Non, parce que comme j'ai mes enfants dehors, Ah, là vous restez là, prenez une chaise alors. Non, vous inquiétez. Vous êtes bien comme ça? D'accord. Bon, c'est vous qui voyez. Donc je me présente, voilà. Donc je suis Anne Jamelot-Bonailly, j'habite à Vannes, je suis sophrologue depuis 26 ans. À la base, je suis prof de culture physique depuis 32 ans, voilà. Et puis j'ai un parcours un peu atypique si on veut, puisque bon, depuis l'âge de 7 ans, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette, donc c'est un petit peu pour ça que vous venez aussi peut-être, je ne sais pas. Dans la conférence que je vais vous présenter, je vais parler de beaucoup de choses, voilà. Donc ma conférence s'appelle Mes tuyaux sur le stress et le tout à l'ego. Voilà. Alors il faut savoir que après avoir fait sophrologie, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des méthodes. Et je me suis aussi dirigée vers l'écoute centrée sur la personne de Carl Rogers. Et Carl Rogers, c'était un psychologue, un psychothérapeute très connu au siècle dernier aux États-Unis, qui a donné naissance notamment Marshall Rosenberg, qui a été un de ses élèves, qui a créé la communication bienveillante. Alors, on parle beaucoup de communication bienveillante, on parle beaucoup moins de Carl Rogers. Par contre, on est beaucoup moins connu en France, quoi. J'ai fait toute une formation en écoute centrée sur la personne, voilà. Et puis je suis aussi praticienne en EFT, maître enseignante en Reiki, et puis depuis j'ai aussi créé ma propre méthode à la lumière de toutes ces méthodes que j'ai travaillées sur moi pour essayer de me sortir de ce syndrome, voilà, que je n'ai découvert que sur le tard, voilà. Alors le stress, j'ai commencé par le stress parce que c'est un petit peu l'objet premier de la conférence. C'est quoi le stress pour vous? Je vais vous faire participer aussi, c'est un peu une conférence interactive. Qu'est-ce que vous pouvez me lancer par rapport à ce que vous savez sur le stress? Une irritation. Une irritation. Incapacité. Incapacité à quoi? À résoudre un problème. À résoudre un problème. Non, c'est la peur. La peur. D'avancer, quoi. La peur d'avancer. D'accord. Ça vous évoque quoi le stress? L'élévation du rythme cardiaque. L'accélération du rythme cardiaque. La peur de la situation qu'on va vivre. La peur de la situation qu'on va vivre, donc par anticipation en fait. Hein. Les croyances. Les croyances, ouais. L'inconfort. L'inconfort. Le travail sous contrainte. Le travail sous contrainte. Les angoisses d'argent. C'est une réaction du corps, c'est le corps qui met en place Une réaction du quelque corps. chose pour se protéger d'une agression. Ouais. Il met en place le stress parce que ça pourrait être plus grave, Ouais. pour gérer. Protection. D'accord. Une protection en fait. Le Protection. corps qui se met tout en mode protégé. D'accord. protection. Déstabilisation. Ouais, ok, déstabilisation. Alors je répète plus parce que je ne sais pas si vous entendez ce qui se dit là-bas, donc je répète derrière, je fais écho. Sabotage. Hein? Sabotage. Sabotage. Sabotage ou auto-sabotage? Auto-sabotage. Les deux. Ouais, ok. Bon, alors tout ce que vous dites là, en fait, ce sont à la fois des manifestations du stress et les causes du stress. En fait, le stress, il se définit par 3 lettres, le SGA, le syndrome général d'adaptation. Ça a été découvert par un Canadien, Hans Selye, dans les années 60. Et en fait, le stress,
c'est torsion, hein, donc c'est une tension en fait, un stress, hein, qui est tout à fait naturel. Syndrome général d'adaptation, parce qu'en fait, en permanence, on est mené à s'adapter à des nouvelles situations. C'est un petit peu à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, mais même plus que ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, si je me mets à crier un petit peu plus fort, comme ça, vous voyez, vous avez des réactions, des grimaces, des sursauts. Qu'est-ce qui se passe là? Hein, voilà, ça réveille tout le monde. Voilà. Je dormais si bien. Il dormait si bien. Voilà. Ça dépend des cultures aussi. Oui, ah, bah, tout à fait. Ouais, mais même. Parce qu'en fait, à chaque fois vous êtes dans une situation lambda, comme ici, là, voilà. À chaque fois qu'il y a une modification, un changement, quelque chose qui vient de l'extérieur, donc un stimulus extérieur, que ce soit auditif, ça peut être une parole, ça peut être un ton de voix, ça peut être un bruit extérieur, ça peut être n'importe quoi, un stimulus auditif, un stimulus visuel, quelque chose que vous voyez, d'accord? Ça peut être agréable ou désagréable, hein, peu importe, hein. Un changement. Ça peut être olfactif, une odeur tout d'un coup qui vous vient, agréable ou désagréable. Quelque chose de tactile. Par exemple, si je me mets à vous toucher alors que vous ne m'avez rien demandé, ou qui se met à pleuvoir, ou une chaleur accablante, ou j'en sais rien, ou un pull qui gratte, une bretelle de soutien-gorge qui tombe tout le temps, une chaussette qui glisse, un truc comme ça. Bon, bref, un truc tactile. Voilà. Et puis au niveau gustatif aussi, si vous mangez puis qu'il y a un grain de poivre qui vous tombe sous la dent tout d'un coup, ou un goût un peu spécial, ou n'importe quoi, voilà. Ça va amener un changement dans votre état d'origine, d'accord? Ça crée un stress déjà. Alors il y a le stress, les facteurs de stress qui sont d'origine extérieure, tous les stimuli sensoriels vous créent des stress, mais dont vous n'avez pas forcément conscience, parce que ça dépend de l'intensité du stress, et ça dépend de votre capacité à réceptionner ce stress, d'accord? C'est le seuil de tolérance au stress. Par exemple, s'il y en a qui n'aiment pas les souris, voilà, s'il y a une petite souris qui passe par là, leur seuil de tolérance va être à 0. À 0 parce que tout de suite, leur stress va être à 10. Vous voyez? Si vous aimez les souris, votre stress va être à 2 parce que bah, ça stimule quand même, mais voilà, c'est pas... Par contre, votre seuil de tolérance au stress va être à 10, puisque vous tolérez les souris. En fait, le niveau de stress est inversement proportionnel à votre seuil de tolérance du stress. Donc c'est pas quelque chose qui se contrôle. Quelqu'un qui a peur d'un truc, ça sert à rien de lui dire mais t'en fais pas, mais ça sert à rien, etc. Parce que c'est en lui, c'est en fonction de sa culture, de son éducation, de ses croyances, hein, vous avez lu, voilà, et puis plein de choses, voilà. Donc, mais par contre, le stress, ça s'éduque, parce que ça s'apprend, ça apprend à se reconnaître, voilà. Et puis, il y a aussi les facteurs endogènes. Alors, les facteurs endogènes, ça va être les pensées. Alors, ça peut être la chimie aussi. Quand vous, par exemple, quand on vous fait une chimiothérapie, vous prenez des médicaments ou n'importe quoi, au niveau chimique, ça amène un stress au niveau du corps, parce qu'il y a un changement. Si vous subissez une opération, on s'introduit quand même dans votre corps, il y a un changement. Donc le corps subit un stress. Donc faut pas, ça c'est pas négligeable, parce que quelquefois le stress que subit le corps peut se répercuter ensuite psychiquement, bien longtemps après, sans qu'on en ait conscience sur le coup. Voilà. Moi, ça m'arrive de suivre des gens dans mon cabinet qui se retrouvent quelquefois en dépression, ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ont eu un accident de moto ou un truc comme ça, pas grave, hein, mais un truc qui s'est un petit peu, voilà, et ça n'a pas été soigné derrière, parce que c'était pas grave, et puis mine de rien, ça a complètement déglingué des processus énergétiques dans leur corps, que je ne vais pas décrire parce que c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, ils arrivent à un moment donné, 6 mois après, où ça va pas du tout, et alors, ils savent pas pourquoi, alors que tout va bien dans leur vie apparemment, quoi. Voilà. Et puis il y a les stress endogènes qui sont dus à nos pensées. Il y a un chien, il y a un wawa. Il nous stresse là. Il nous stresse, là. Il est stressé. Et bien ça c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça vous fait dans votre corps, les réactions corporelles, émotionnelles, etc. D'ailleurs les réactions corporelles sont dues aux émotions aussi. Les émotions induisent des sensations corporelles, les sensations corporelles induisent des émotions. Donc voilà, tout ça c'est lié, hein, c'est imbriqué, voilà. Alors voilà. Donc il y a le stress qu'on subit et puis qu'on se fait par soi-même, rien qu'en pensant à quelque chose qui nous est un petit peu perturbant, ne serait-ce que, bah tiens, je reçois Gudule ce soir à dîner, qu'est-ce que je vais lui faire à Gudule?
Rien que ça, ça peut provoquer un stress. Ou alors vous attendez quelque chose qui ne vient pas, ça procure un stress. Vous pensez à juste une image que vous avez vécue, ça peut vous provoquer un stress agréable ou désagréable. Hein. Alors, dans le stress, il y a la voie rapide, c'est-à-dire que quel que soit le stress que vous subissez, que vous vivez, quelle que soit sa nature, quelle que soit son intensité, de toute façon, il y a toujours des charges d'adrénaline. Donc des charges d'adrénaline plein de fois au cours de la journée, mais plus ou moins longtemps. Parce que si le stress ne dure pas, la décharge d'adrénaline cesse assez rapidement et c'est résorbé par le sang, par voie sanguine, etc. D'accord ? Puis vous éliminez ça. Ok ? Mais quand le stress dure, quand une pensée, une attente, ou des actions physiques, ou des choses qu'on vous dit, des relations perturbantes ne se résolvent pas. Et là, je parle du stress relationnel parce que c'est ma spécialité. Quand dans une famille, dans un couple, d'entre enfants ou n'importe quoi, il y a un stress relationnel avec des voisins, avec n'importe qui en fait. Hein. Des paroles qu'on vous dit, ou vous ne savez pas comment vous y prendre, vous vous sentez impuissant, etc. Voilà. Et bien, quand ça dure, et bien, en fait, quand un stress, quel qu'il soit, si vous vous sentez attaqué par exemple, vous montez un arbre et puis le sujet de votre attaque, un gros ours par exemple, vous attend en bas de l'arbre et puis vous êtes grimpé dans l'arbre, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 jours, hein, si l'ours il se met là et puis qu'il se met à ronfler. Donc en fait, plus le stress dure longtemps, plus il va y avoir des charges ensuite de cortisol. Ça c'est la voie lente. Et là, ça dépend vraiment du stress que vous vivez. Il y a un stress automatique qui décharge l'adrénaline et ensuite ça dépend du stress que vous vivez qui va décharger le cortisol. Ça dépend de votre capacité à gérer, à traiter la cause du stress. Voilà. Et en fait ce cortisol là, eh bien, quand il est délivré plusieurs fois dans la journée, parce qu'on subit plusieurs stress, parce que les choses ne changent pas, n'évoluent pas comme on voudrait, parce qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits, parce qu'on a des attentes, parce qu'on a des frustrations, parce qu'on se sent impuissant, parce qu'il y a plein de choses en fait qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équilibrées, eh bien en fait cette décharge de cortisol va être continue. Et puis ça peut durer, voilà, stress après stress, voilà, décharge de cortisol, ça peut durer comme je vous dis, des minutes, des heures, des jours, des mois, des années. Ce qui fait qu'on se retrouve quelquefois avec des situations dont on n'a même plus conscience, hein. On ne sait même plus pourquoi on est stressé. On se retrouve, voilà, avec toutes ces décharges, à un moment donné, à un niveau de stress maximal. Voilà, et on n'arrive plus à faire descendre, voilà. Et on se retrouve à un niveau de stress, voilà, chronique. On est dans un stress chronique. Et ça, on n'arrive plus à s'en défaire. Parce qu'on vit avec, et c'est là que j'entends des gens qui me disent « Non, mais moi je ne suis pas stressé, tout va bien. » Et même des gens qui me disent « Moi je ne travaille plus, alors je ne suis pas stressé. » C'est aberrant quand même. Je ne travaille plus, alors je ne suis pas stressé. Intéressant, hein. Voilà. Peut-être que ça... Alors, tout ce que je vais dire là dans cette conférence ne va pas forcément vous plaire. Oui, le stress, c'est pas que au travail, puisque je viens de parler du relationnel aussi, puis n'importe quoi. Hein, voilà. Alors quand on a un niveau de stress chronique comme ça, le stress chronique, il peut durer des années, hein, sans qu'on s'en rende compte. Mais les manifestations du stress, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé du corps, les manifestations physiques, c'est comme ça qu'on va se rendre compte que ça ne va pas. Parce qu'on va avoir des symptômes physiques qui vont apparaître de plus en plus récurrents, de plus en plus longtemps. Donc on va se retrouver avec, par exemple, des eczémas, des pertes de cheveux, des problèmes d'yeux, des problèmes de dents, des problèmes d'articulation, des douleurs qui vont apparaître et de plus en plus s'installer, des douleurs abdominales, des douleurs du dos, des maux de tête, si vous avez la migraine, ça va être de pire en pire, etc. Et puis aussi des maladies. Des maladies auto-immunes, des maladies graves, plus ou moins graves. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, la dépression, le burn-out, qui n'est pas du tout la dépression, c'est autre chose, hein, encore, il ne faut pas confondre, ce n'est pas le même traitement, hein, le burn-out et la dépression. Et puis aussi, les crises cardiaques, les AVC, etc. Voilà. Mais ça, c'est
c'est comment dire, c'est dommage. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Parce qu'il est bien d'accord, parce qu'il y aurait moyen de faire autrement, d'éviter d'en arriver là. Si vous êtes déjà arrivé là, ben, on peut faire quelque chose. Hein. Et si vous n'êtes pas arrivé là, ben, c'est bien de travailler là-dessus pour pouvoir éviter d'en arriver là. Voilà. Et sans compter évidemment la mort. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi je parle du stress? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le chien. Pourquoi je parle du stress? Eh bien parce que j'en ai fait ma spécialité, non plus dans la gestion du stress, mais vraiment dans le traitement. J'ai le syndrome de Gilles-Latourette depuis l'âge de 7 ans. J'ai pas su tout de suite ce que j'ai... Vous savez ce que c'est que le syndrome de Gilles-Latourette? Non. Bah oui, hein. Vous savez pas en fait. Non. Bah oui, bah, c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà. Donc, je vous ai informé sur le stress, hein, je vous ai informé sur le syndrome de Gilles-Latourette. Le syndrome de Gilles-Latourette, ça se manifeste par des tics, des milliers de tics par jour. On va dire en moyenne 40 000 tics par jour pour quelqu'un qui est atteint du syndrome de Gilles-Latourette. De tics. Donc, vous savez, vous, si vous avez par exemple un tic comme ça, imaginez que vous le faites 40 000 fois dans la journée. D'accord ? Mais il n'y a pas que des tics physiques, il y a aussi des tics vocaux. Donc, hein, ou des tics verbaux. Non, 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 non. Enfin, bon, je donne un exemple, et ça peut être n'importe quoi, parce qu'il y a aussi la coprolalie que tout le monde ne connaît pas. C'est le fait de dire des jurons. Alors, les jurons, ça atteint à peu près 12% des gens qui ont le syndrome de Gilles-Latourette. Seulement, dans les médias, ils s'intéressent qu'à ça, quasiment. Hein, et puis les humoristes, parce que bah, c'est rigolo, c'est surprenant, puis c'est quand même vachement handicapant. Mais il y a ça, et il y a le reste en plus. Les gens qui, en plus, prononcent des gros mots, c'est la cerise sur le gâteau, si je peux dire. Hein, c'est vraiment... voilà. Alors, c'est pas trop mon cas, mais quelquefois, ça peut arriver aussi, alors que je les réfrène. Voilà. Mais je vais vous montrer tout ça après. Bon, et puis évidemment, des tics physiques en pagaille. Hein. Alors, ça peut être... Bon, là, vous me voyez, en fait, ça va à peu près. Hein. Je gère. C'est clair. Je gère. C'est plus que de gérer, je suis carrément dans la maîtrise de mon syndrome. Il faut savoir que dans le syndrome de Gilles-Latourette, on est stressé tout le temps. Tout nous stresse. Tout. Absolument tout. Ça va être n'importe quoi au niveau sensoriel va nous stresser. Enfin, en tout cas, là, je vais parler de moi, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Authentique où je relate plein de choses là-dessus. Tout ce que je vais... Voilà, il y a énormément d'informations, pas que sur le syndrome de Gilles-Latourette, mais sur plein d'autres choses. Tout nous stresse. Et aussi, nos pensées nous stressent. Et aussi, le fait de ne pas être dans le présent nous stresse. Quand je suis dans le passé, j'ai des tics. Quand je suis dans le futur, j'ai des tics. Quand il y a un truc qui me gêne, j'ai des tics. Là, il fait chaud, je gère, parce que sinon, ça va monter. Alors, quand il fait trop chaud, passer 28 degrés, ça y est, je ne peux plus la gérer. J'ai un taux de tic pas possible. Si j'ai le soleil dans le réglage automatique. Voilà. S'il y a trop de bruit, je vais avoir des tics. S'il y a toute fluctuation, en fait, va m'apporter des tics. Si, par exemple, je suis assise, et qu'il faut que je fasse quelque chose, je me lève parce qu'on me demande de me lever pour me déplacer vers quelque chose, je vais avoir des tics. Je vais pas me lever simplement comme ça. Je vais me lever avec des tics. Si, par exemple, on me demande d'écrire quelque chose, si je suis bien cohérente avec moi-même, ça va le faire tout seul. Mais si je suis sur la contrainte, on parlait de contrainte tout à l'heure, ouais, en effet, à chaque fois qu'il y a une contrainte quelle qu'elle soit, ça procure des tics. Alors à l'adolescence, c'est terrible, parce qu'on est tout le temps sous la contrainte à l'adolescence. Mais pas ce qu'on veut à l'adolescence. Il y a plein de trucs qu'on doit faire de façon contrainte à l'adolescence. Alors c'est là que c'est le plus exacerbé. Après, quand on mène sa vie, et puis qu'on fait un travail sur soi, comme j'ai fait, on peut résorber tout ça. Donc j'ai fait le travail de décortiquage de tout ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau neurologique, au niveau biologique, etc., quand j'ai des tics. Voilà. Donc par le biais de la sophrologie, parce que la sophrologie, ça permet vraiment d'être à l'écoute de son corps dans l'instant présent. Donc en fait, quand je vis l'instant présent, j'ai quasiment plus de tics. Voilà. Donc en fait, ma thérapie, c'est de vivre l'instant présent tout le temps.
c'est d'être tout le temps dans le présent, tout le temps là. Et si j'y suis pas, et que j'ai des tics, et quand j'ai des tics, je me demande d'abord si c'est pas parce qu'il y a un problème sensoriel, ou si c'est pas parce que je suis pas dans le moment présent. Mais dès que j'ai des pensées qui m'amènent ailleurs, et puis qui sont souvent stressantes, parce que c'est souvent aussi des trucs, ouais, gna 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 gna, ou alors des reproches que je me fais, ou des reproches que je fais à d'autres personnes, ou enfin un truc qui va pas, gna gna gna, et ben forcément ça va m'occuper, ça va me procurer des tics. Et tout ce que je raconte, tout ce que moi ça me fait, ça vous le fait aussi, mais en plus petite échelle. Et puis vous n'allez pas en avoir conscience, parce que ça ne se manifeste pas comme ça. Ça va pas faire d'être comme ça du matin au soir dès que j'ai quelque chose à faire. Vous êtes exempt de ça. Vous avez peut-être d'autres choses, vous allez peut-être fumer une clope, vous allez peut-être avoir un mal de dos qui va se réveiller, vous allez peut-être avoir des petits problèmes articulaires, vous allez peut-être avoir enfin bon, tous les symptômes physiques que vous avez. D'accord? Alors, vous vivez avec, voilà, vous gérez comme vous pouvez. Moi, j'ai les symptômes physiques plus ça. Et les tics provoquent en plus des symptômes physiques, parce que je peux vous dire que c'est une torture à l'intérieur. C'est une décharge de 2000 volts à chaque fois. C'est pas un tic, c'est pas juste une contraction comme ça. Hein. C'est une maxi-contraction maximale à chaque fois. Donc c'est extrêmement fatigant. À la longue, ça devient très douloureux, surtout quand vous faites 40 000, 50 000 fois le même geste dans la journée. Alors c'est pas utile, hein. C'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas utile. Là, je vous mime. Hein. Je suis capable de vous mimer et d'arrêter quand je veux. Je vous mime ce que ça peut donner au quotidien. Alors ça peut être pour moi, ça peut être sur quelqu'un aussi. Je peux me mettre à toucher quelqu'un, comme ça s'il est à côté de moi, ou si, voilà, je peux me mettre à faire... Je fais pas mal, hein. Mais voilà, je peux faire plein de trucs. Enfin, quand on a le syndrome de Tourette, on fait plein de trucs qui sont complètement incongrus. On se demande pourquoi on fait ça. Ça va être aussi, ben, alors, là, voilà, ça peut être des choses comme ça. Hein. Ça peut être l'écolalie aussi. Vous savez, quelqu'un dit un truc, puis on va répéter ce qu'il dit. Mais pas juste, dites un truc. Bonjour. Bonjour, ouais, non, autre chose. Vous allez bien? Vous allez bien? Encore autre chose. Vous allez passer une bonne après-midi avec nous? Bon après-midi, bon après-midi, après-midi avec nous. Donc bon, bah, il peut y avoir aussi du bégaiement, et du bégaiement du corps. Le corps bégaye tout le temps en fait. Voilà. Et l'écolalie, c'est aussi un truc que moi je vais dire, mais que je vais répéter aussi. Voilà. Est-ce que c'est héréditaire? C'est une maladie? Alors, c'est une maladie génétique. Génétique. Donc, c'est un désordre génétique. On avance, la recherche avance un petit peu là-dessus, mais voilà. Mais héréditaire, c'est pas sûr. Parce que, en fait, alors, c'est rigolo parce que je vois souvent dans les études que c'est un gène dominant. Ben, si c'est un gène dominant, il faut qu'on m'explique, il y aurait beaucoup plus de monde qui serait atteint de ça. À mon avis, c'est plutôt un gène récessif. Moi, mes enfants ne sont pas atteints de ça. Ils sont super calmes. Ils sont cool, c'est pas croyable. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça va durer. Hein. J'espère qu'ils n'auront pas d'enfants atteints de ça aussi, évidemment. Voilà. Mais ça atteint à peu près une personne sur 10 000, le syndrome de Gilles-Tourette. Donc, c'est quand même une maladie rare. Il faut savoir que personne, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Hein. Il y a quelques neurologues qui s'en occupent, qui sont spécialisés, mais très peu. Très peu. Les opérations, alors comment ça se fait? Voilà, ça se fait de mieux en mieux, mais on ne joue que, enfin bon voilà, alors il y a des médicaments aussi, mais qui ont des effets secondaires, qui ne sont pas toujours top, puis alors avant de trouver les bons dosages, je ne vous dis pas, il y en a qui font grossir aussi, parce qu'ils donnent faim, et puis au niveau des opérations, bah, on n'opère que les gens qui sont vraiment hyper handicapés, quoi. Là, alors moi j'ai un syndrome sévère, hein, à la base, c'est-à-dire que je mélange tout, quoi. Moi j'ai tout, et c'est hyper handicapant, quoi. Je m'en suis sortie parce que j'avais un entourage, voilà, mes parents et tout ça, qui était quand même si on ne savait pas ce que j'avais, qui était très accompagnant. Hein. Mais c'est pas facile, forcément, pour l'entourage.
Hein? Ça se déclare jeune ou c'est... Alors, ça se déclare vers l'âge de 7 ans, pour moi, Pour vous, oui. mais ça peut être très tôt, ça peut être 3 ans, 4 ans. À la naissance, non, pas trop, à la naissance. J'ai pas de... Mais pourquoi pas? Mais plutôt vers 2 ans, comme ça, bah, oui. Puis des fois, ça peut se déclarer plus tard aussi, vers 10 ans, 11 ans, même à l'adolescence. Mais voilà, ça dure pas forcément. Alors, il y a aussi des spécialistes qui disent que après, à l'adolescence, ça se calme, arrivé à l'âge adulte, ça s'estompe. Ah bon? Ils ont peut-être rencontré 1 ou 2 cas comme ça. Excusez-moi, hein, les scientifiques, mais franchement, je ne comprends pas. Hein. Ils ont peut-être rencontré quelques cas comme ça, mais on ne peut pas généraliser, c'est pas possible, quoi. Donc c'est assez dévastateur. Il y a des gens qui sont vraiment handicapés parce que quand vous faites... alors j'explique énormément de trucs dans mon bouquin, donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais quand vous avez un enfant et puis que vous faites ses lacets, vous mettez un scratch, puis vous remettez son scratch, pas, vous mettez un scratch, vous mettez un scratch, et puis voilà, c'est bon, quoi, elle roule ma poule. Hein. Non, moi je vais mettre un scratch, puis je vais remettre, puis je vais le défaire, puis je vais le remettre, puis je vais le refaire, puis je vais le remettre, puis le défaire, puis le remettre. Puis... L'autre, pendant ce temps-là, il attend. Il faut qu'ils soient cool, mes enfants, quand même. Parce que... Bon, alors, quand il y a un scratch, ça va, mais quand il y en a plusieurs, hein, plus une fermeture éclair qui s'en branche pas bien, plus, j'en sais rien, au secours. Vivement que les enfants s'habillent tout seuls. J'ai soufflé quand les enfants ont commencé à s'habiller tout seuls. Je les adore. Je fais juste un aparté. Les Oui. gens qui ont des TOC, est-ce que c'est parce qu'ils sont atteints de la... Alors, pas forcément. Pas forcément. Les gens qui ont des tics ont des TOC. Moi, j'ai eu des TOC aussi. Je m'en suis libérée au bout de 3 mois de sophrologie. Donc, c'est pas mal. Parce que les TOC, pour s'en libérer, c'est pas mal non plus. Mais les gens qui ont des TOC n'ont pas forcément des tics. Par contre, les gens qui ont le syndrome de J2A Tourette ont très très souvent des TOC. Ouais. Oui. Par rapport au scratch que vous parlez, est-ce que c'est un problème d'insécurité pour la personne? Qui, pour moi ou pour l'enfant, pour la personne? Pour la personne. Pour la personne à qui je mets le scratch? Non, oui. Non, pas forcément vous. La personne qui a cette maladie, Oui. qui met le scratch à plusieurs fois, Ah oui. est-ce que c'est un problème d'insécurité pour cette personne-là? Ou a peur de tomber? Ah, alors là, si on entre justement dans les méandres psychologiques de pourquoi on fait ce truc-là, on peut découvrir plein de choses en fonction de chaque individu. Donc voilà, non, on ne peut pas résumer à ça. Ça serait trop raccourci. Voilà. Non, c'est vraiment un besoin en fait. On fait ça parce qu'on éprouve le besoin irrépressible de faire ce mouvement et que si on ne le fait pas, on va être mal. Il faut qu'il soit fait, il faut qu'il soit bien fait, très très bien fait, avec exactitude, avec le son du scratch qu'il faut, hein, et puis bien comme il faut, bien mis, et on ne lâchera que quand ça sera parfait. Sauf qu'à un moment donné, faut arrêter, allez, c'est bon, ça va. Et il faut être en capacité d'observer ce qui se passe dans son corps, au niveau émotionnel, dans sa tête aussi, pour se dire à un moment donné, c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire. Ouais, mais ça suffit pas. Hein. Pour les gens qui ont le syndrome de J2A Tourette, moi je leur dis ça là. Vous savez les gars, il suffit juste de vous dire c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire. Là ils vont me dire oh, ça va pas non? Non, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup travaillé sur soi, la conscience de son corps, de ses mécanismes corporels, de ses sensations corporelles, être dans l'accueil de ce qui se passe. Là, c'est en sophro qu'on travaille ça vraiment, pour être dans ce lâcher et être en capacité à un moment donné de trouver sa propre formule à soi. Moi, c'est ma formule. C'est bon, j'en ai plus besoin. Un peu mon mantra. C'est bon, j'en ai plus besoin, ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Donc, ça me permet d'arrêter. Donc c'est à chacun de trouver son propre mantra. Je ne peux pas, moi, dire à tout le monde, voilà, il suffit que vous disiez ça, puis voilà. D'ailleurs, en général, je n'adhère pas du tout aux choses que l'on assigne aux gens, vous n'avez qu'à dire ça, vous n'avez qu'à vous faire ça, vous n'avez qu'à vous dire ça, etc. Et ça marchera. C'est vraiment propre à chacun. Et c'est tout l'intérêt de la sophro, c'est que justement chacun reprend son individualité et retrouve ses propres manières de faire en fonction de ses propres ressentis, de ses propres prises de conscience, parce que la sophrologie, ça aide, enfin, c'est fait pour ça, c'est pas que ça aide, mais ça développe notre capacité à être conscient, à la fois sur le plan corporel, mental, émotionnel, spirituel, relationnel, etc. Tout ça, c'est spirituel, en fait. Hein. Donc, voilà.
et ça, chacun trouvait son truc à lui, quoi. Hein. Il n'y a pas de truc, en fait, c'est un travail, voilà. C'est valable pour le stress. Eh ben, exactement, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, comme tout me stresse, bon, c'est pas vivable, quoi. Hein. Comment je fais, moi? C'est insupportable, quoi. Hein. Donc, ben, j'ai analysé tout ça, voilà. Et j'ai analysé tout ça et j'ai compris, en fait, donc à travers... Alors, quand est-ce que j'ai su que j'avais le syndrome de Gilles-Tourette? Eh bien, c'est en regardant la télé. Vive la télé. Non. Si. Parce que sans ça, eh ben, je serais, je sais pas où encore, là. Parce qu'à l'époque, moi, c'était pas diagnostiqué. Hein, alors, les médecins n'y connaissent que dalle, hein, à part quelques-uns. Et franchement, il y a quelques-uns qui ont lu mon bouquin. Ils m'ont dit, bah, j'ai vachement appris dedans parce que je sais rien, à part que c'est des tics. Et puis, bon, les gros mots, voilà, c'est toujours ça qui... Des fois, j'ai quelqu'un au téléphone, il dit, ah, bah, ça s'entend pas que vous avez le syndrome de Gilles-Tourette. Moi, je suis derrière, comme ça. Non, ça s'entend pas. Alors, il peut y avoir aussi des tics. Comme ça, beaucoup avec... Voilà. Non, ça s'entend pas. Bah, parce que j'ai pas dit de gros mots. J'ai pas dit, putain, connard, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc, c'est bon, quoi. Sans compter les gens qui, quand ils me connaissent, bah, ils me regardent quand je dis... Les gens, les médecins, qui pensent, enfin, les scientifiques, qui pensent savoir ce que c'est que le syndrome de Gilles-Tourette, quand je me présente à eux, ils me regardent d'un air dubitatif, quoi. Hein. Ils attendent, je vois, ils me regardent, ils guettent le moment où je vais bugger. Alors je bug pour leur faire plaisir. Hein. Alors, vous avez vu, là, non mais c'est vrai, je vois. Hein, voilà. Alors, bon, j'ai rien contre les médecins. J'en ai contre le fait que souvent, je remarque que je me heurte à des gens qui savent mieux que moi ce que j'ai. Qui savent mieux que moi. Alors, pas que les médecins, hein, des thérapeutes en tout genre hein, aussi. Hein, voilà. Puis je peux vous dire que j'en rencontre dans ma profession, hein, évidemment. Hein. Alors, les gens qui me disent « Ah, mais moi je sais ce que tu as, mais moi je peux te guérir, moi je peux te soigner, mais viens prendre mes huiles essentielles et tu vas voir, ça va aller mieux. » Ah oui, non, mais attends, t'as lu mon bouquin? Non, j'ai pas besoin, je sais ce que t'as. Ok, très bien. Voilà. Alors là, je me contiens pour pas rentrer dedans. Et là, voilà, je fais tout ce que j'ai mis en place. Je me pose, déjà, les appuis. Voilà. Ça, c'est vachement important, les appuis. Alors, on parle toujours de la respiration. Il faut respirer, respire. Ouais, mais moi, ma respiration, justement, elle est complètement bloquée parce que mon diaphragme, en fait, il se bloque. Enfin, il se bloque pas, il est stressé. Donc, bah, c'est ce qui provoque des tics, en fait. Alors, une fois, j'ai fait une conférence, j'ai expliqué ça. On m'a dit, bah, vous avez qu'à vous laisser respirer. Vous avez qu'à respirer. Mais merci, me laisser respirer, c'est ce que j'essaie de faire toute la journée. Il y a qu'à. Au secours. C'est contre ça que je me révolte. J'essaie d'informer aussi et d'expliquer aux gens que arrêtez de penser que vous savez tout parce que vous faites telle ou telle méthode, etc. Il faut des fois scoltiner le truc, quoi. Il faut vraiment rentrer dedans et s'intéresser, quoi. Et en plus, dans tout ce que j'explique, il y a plein de gens qui s'y retrouvent aussi. Parce que moi, c'est stress exacerbé, plus, que j'ai réussi à apprivoiser, à comprendre tous les mécanismes. Voilà. Et ce que j'essaie de faire, c'est vous transmettre ça. Vous qui vivez aussi une tonne de stress aussi dans vos vies, diverses et variées, qui se manifestent en vous de façon diverses et variées, qui vous sont propres en fonction de ce que vous avez à vivre dans cette vie. Voilà. Et j'essaie de transmettre tout ça. Voilà. Alors, j'ai su par la télé. J'ai su en regardant une émission. J'étais avec mon compagnon à l'époque, qui est devenu mon mari depuis d'ailleurs, mais c'est pas à cause de ça. Hein. Alors sa mère l'appelle en disant ouais, il y a une émission là en ce moment sur la 1, sur la 1, on dirait Anne. C'est moi Anne. On dirait Anne. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Ouais, je suis vraiment sombre là, je suis dans la cheminée en fait. C'est une cheminée ça? Non, c'est un tableau. Et donc on allume, poum, c'était une émission de François de Closet. C'est ça, François de Closet? Mais hein, oui, c'est super ces émissions. Et c'était sur les gens qui ont le syndrome de Gilles-Tourette. C'est la première fois qu'on voyait ça à la télé. Des gens qui faisaient le même truc que moi, sur d'autres situations. Voilà.
Ah, mais je dis, c'est exactement ça, et c'est là que j'ai appris ce que j'avais. Alors, j'étais déjà sophrologue, en fait, j'étais en train de faire mes études en sophrologie. C'était pas encore sophrologue, j'étais en train de faire mes études. Et pendant toutes mes études de sophrologie, j'étais sur une chaise, les cahiers tombaient tout le temps, les feuilles tombaient tout le temps. Quand ça m'ennuyait, je montais, voilà, je descendais. Quand les cours étaient super intéressants, j'écoutais. J'écoutais, j'emmagamais tout. Je ne notais rien parce que c'était une torture pour moi d'écrire. Donc j'ai tout retenu, voilà. Il faut développer un autre organe quand il y en a qui ne fonctionnent pas, il faut développer autre chose. Donc j'ai tout retenu, mais voilà. Et puis petit à petit, j'avais 29 ans et j'ai su ce que j'avais par l'émission de François Closet, le syndrome de Gilles-Atoine. Et là tout d'un coup, ma honte a tombé. J'avais plus honte. Je pouvais enfin expliquer aux gens que non, j'avais pas froid, que non, j'étais pas terrorisée, que non, j'avais pas vu une mouche sur leur épaule, que non, voilà, j'étais pas dingue non plus, parce que c'est incroyable comment on peut me regarder. Alors, quand je suis à la caisse d'un supermarché puis que je dois payer, si j'entends l'exaspération ambiante, c'est encore pire. Alors, il faut que je me pose. Je me pose et je retire mes petits sous, mes petits billets, ma carte, etc. Tranquillement, je mets mes trucs tranquillement dans mon sac. Voilà. Je fais tout en conscience. Chaque geste est fait en conscience. Chaque geste de ma vie est fait en conscience. On parle de pleine conscience. Ça me fait marrer ça aussi. Pleine conscience, vous êtes sûr? Moi je sais ce que c'est d'être en conscience toute la journée. Je ne me dis pas en pleine conscience. Je n'ai pas cette vanité. Donc voilà. Donc je fais ce que je peux, mais en tout cas, voilà. Et quand je vois les regards quelquefois, etc., je me dis vraiment, on me prend pour une débile, quoi. On me prend pour une débile. Et il n'y a que quand je peux enfin m'exprimer, dire quelque chose, que là, c'est pour ça que je m'exprime aussi. C'est pour que, voilà, peut-être que j'ai besoin excessivement qu'on ne me prenne pas pour une débile. J'ai rien contre les débiles. Mais, mais moi j'ai pas envie que les gens soient, comment dire, voilà, on n'a pas envie que les gens aient une fausse image de vous, et j'ai envie d'informer, voilà. Donc bon, bref, ça c'est un aparté. Donc à partir de là, ma honte est tombée et j'ai pu expliquer, avant mes séances de sophro et tout ça, ce que j'avais, le syndrome de Gilles-Tourette, expliquer, etc. Voilà. Donc c'est vachement important de savoir ce qu'on a, de pouvoir poser un diagnostic aussi pour pouvoir vivre avec. Voilà. Alors, au cours de toutes ces années-là, donc depuis 27 ans maintenant que je travaille là-dessus, donc avec la sophrologie, avec l'écoute centrée sur la personne, avec le Reiki, avec le FT, avec toutes les méthodes que j'ai apprises aussi au niveau énergétique, etc., l'analyse transactionnelle et tout, eh bien, j'ai disséqué tout ça et j'ai fini par trouver le dénominateur commun, je pense à tout le monde, et de mes souffrances à moi, mais sans doute des souffrances de tout le monde, et qui est l'ego. Voilà. Le problème, en fait, c'est l'ego. Alors, quand on dit oui, est-ce que c'est un problème d'insécurité? C'est possible, ça rentre dedans. Voilà. Mais on a plein de problèmes. Donc, en fait, j'ai développé une méthode, petit à petit, que j'ai expérimentée sur moi, et que j'ai expérimenté aussi auprès de mes clients, bien sûr. Et maintenant, eh bien, j'ai des ateliers là-dessus. Et puis, je vais commencer une formation à former des gens pour être praticiens, pour être égologue. Voilà, c'est une nouvelle profession. Je ne suis pas psychologue. Mais ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, mais voilà. Et en fait, j'ai compris un truc, l'ego, en fait, on parle beaucoup de l'ego aussi, et l'ego, c'est quoi? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien, et franchement, je pense que personne ne peut définir vraiment ce que c'est que l'ego. En plus, si vous allez dans certaines traditions, alors si vous allez dans les traditions bouddhiques, eh bien, ça va être une définition, chrétienne, ça va être autre chose, pour tel philosophe, ça va être autre chose, etc. Donc vous pouvez avoir plein de définitions différentes pour l'ego, en fait. Donc c'est intéressant, mais ça, voilà. C'est comme l'âme. Qui est-ce qui peut définir l'âme? Ou la conscience? Qui est-ce qui peut définir la conscience? Qu'est-ce qui peut se prévaloir de définir ces choses-là, hein? Par contre, on peut travailler dessus. On peut travailler sur sa conscience. En sophro, on développe sa capacité à être conscient. Voilà.
Hein. Là, je vais faire un petit aparté encore. Est-ce que vous avez conscience, comment vous faites pour vous poser dans la vie? Faut le vouloir, faut avoir décidé de se poser. Il faut avoir décidé de se poser. Ouais. Et c'est quoi se poser pour vous? Se mettre en conscience. Se mettre en conscience. Ne rien faire. Ne rien faire. S'asseoir. Attentif à ce qui est. Hein? Attentif à ce qui est. Attentif à ce qui est. Caresser son chat. Caresser son chat. En conscience. Bonne thérapie. Être dans l'instant présent. Bloquer les pensées. Bloquer les pensées. Alors si tu arrives à bloquer tes pensées, toi t'es forte. Hein. Je l'explique. Hein. Je veux dire méditer alors. Méditer, mais même en méditant. Ah ben bloquer méditer, ses- on ne bloque pas les pensées. Hein, en méditant. Non. Bah non, parce qu'on se concentre ailleurs. Ah bon, on les dirige ailleurs. Voilà. Voilà. En fait, on réduit son champ de pensée On le voilà, restreint sur notre pour corps, s'intéresser sur notre à... respiration. Voilà, exactement. Voilà. Et ben là, je ne vais pas vous demander de vous intéresser à votre respiration, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, la respiration, c'est un truc qui... Voilà, je sais que je respire, je me laisse respirer. Moi, ma thérapie, c'est... Voilà, ça fait partie de ça. Mais surtout, est-ce que vous savez qu'en ce moment, vous êtes posé? Vous êtes posé, là. On est posé. Vous flottez pas en l'air. Est-ce qu'il y en a un qui flotte en l'air? Pas encore. Non. Bon, bah vous êtes posé. Eh ben, essayez de prendre juste conscience de ça. Fermez les yeux, juste une petite minute là. Petite minute, jouez le jeu. Voilà, vous aussi. Hein. Et simplement, prenez conscience de vos appuis. Les appuis au niveau du dos. La surface que vous occupez sur votre siège au niveau du dos. Vous aussi. Les appuis au niveau du bassin, des fesses. La surface que vous occupez sur le siège. Les appuis au niveau des membres supérieurs. Toutes les zones de vos membres supérieurs qui sont posées. La conscience des supports. Sensation au niveau de la peau, des muscles, des os. Les appuis au niveau des membres inférieurs, selon la position des membres inférieurs, vous sentez les appuis sur les différents supports. Les sensations que ça vous procure. Et là, vous sentez que vous êtes posé, que vous êtes porté, que vous êtes soutenu. Et vous observez les effets que ça a sur votre respiration. Sur votre système musculaire en général. Sur votre système articulaire. Vous êtes posé. À chaque instant de votre vie, vous êtes posé, quelle que soit votre posture. Il suffit juste, en effet, d'en avoir conscience. Et vous pouvez faire l'expérience, là, d'avoir conscience, de voir la différence entre être conscient d'être posé ou ne pas en avoir conscience. Ne pas avoir conscience d'être posé et puis en avoir conscience. Voilà, vous pouvez terminer à votre gré, comme vous savez le faire. Voilà, donc vous voyez, se poser, eh bien, c'est ce que je fais toute la journée en fait. Dès que j'ai des tâches à faire, je me pose. En fait, j'essaie vraiment de tout faire posément et de chaque geste que je fais, de faire posément, y compris quand je parle, l'intonation de ma voix, etc. Voilà.
Parce que tout est énergie, vous le savez. Selon l'intonation de ma voix, ça va aussi changer mon énergie intérieure et ça peut me stresser intérieurement. Je peux m'auto-stresser. En fait, on s'auto-stresse beaucoup. Hein. On n'a pas toujours besoin des autres. Hein. On s'auto-stresse. Et c'est pour ça que je reviens à l'ego aussi. Parce qu'en fait, ce que j'ai travaillé en travaillant sur les problèmes de l'ego, de mes problèmes égotiques évidemment, hein, moi c'est ma matière, hein, je suis ma propre matière avant de travailler sur les autres. Ce sont les souffrances de l'ego, les souffrances égotiques en fait. En fait, quand on est, bah, c'est ma théorie, hein, voilà, c'est avec ça que je travaille. Quand on est, on a un ego, on a tous un ego, voilà. Hein, bon. Il est ce qu'il est, il est tout propre, tout scintillant, tout neuf, voilà. Et puis, au fur et à mesure, enfin dès qu'on est, en fait, on subit des réflexions. Oh, bah il est beau, oh, bah il a de belles oreilles, ou alors, oh, bah tiens, il ressemble à son grand-père. Hein. Oh, bah dis, on écrit fort, hein, ou des choses comme ça. Et puis petit à petit, bah, au fur et à mesure qu'on grandit, jour après jour, on reçoit plein de commentaires comme ça. C'est ce qu'on appelle, en analyse transactionnelle, les signes de reconnaissance. Vous connaissez peut-être les signes de reconnaissance positifs, négatifs. Alors, les signes de reconnaissance verbaux, tout ce qu'on va dire, et puis non verbaux, c'est-à-dire les attitudes qu'on peut avoir, le visage, voilà, hein, sans être dans l'analyse de quoi que ce soit. Mais on va émettre des choses sans qu'on s'en rende compte, et l'autre va recevoir, va interpréter aussi, hein, sans qu'il s'en rende compte forcément non plus d'ailleurs. Et au fur et à mesure qu'on grandit comme ça, il y a aussi les signes de reconnaissance, donc verbaux, non verbaux, positifs, négatifs. Positif, c'est tout ce qui est agréable à entendre en fait, hein. Et puis négatif, c'est plutôt ce qui est désagréable à entendre évidemment. Hein. Et puis surtout, il va y avoir les signes de reconnaissance conditionnels et inconditionnels. Donc si par exemple je suis dans le conditionnel, c'est conditionné à un aspect de vous-même, à une attitude, à une coupe de cheveux, à des chaussures, à une façon de parler, à une façon de bouger, à une façon de donner à manger à Victor, à une façon de poser, je ne sais, enfin de peindre, enfin bref, voilà. C'est, voilà, oh là là, mais pourquoi tu fais ça là? Voilà, il y a un truc qui te gêne là ou quoi? Ça, voilà, bon, oh, vous voyez, c'est pas pareil, quoi. Hein, voilà, on va avoir plein de signes de reconnaissance, et vous émettez plein de signes de reconnaissance toute la journée aux personnes autour de vous, tout le temps, et on en reçoit tout le temps, qu'on va interpréter, selon l'importance que l'on porte à la personne, que l'on donne à la personne. Si la personne, on s'en fout, on va pas... Et si par contre, à un moment donné, on accorde une quelconque importance à la personne, on va être dans l'interprétation. Voilà. Et donc, il y a ça, et puis il y a l'inconditionnel. Alors l'inconditionnel, c'est ce qui a trait à toutes vos personnes en entier. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es beau! Ou alors, ouais, mais t'es merveilleuse, mais t'as un sourire extraordinaire. Non, là, ça va pas, parce que t'as un sourire extraordinaire, c'est conditionné au sourire. T'es merveilleux, c'est la personne en entier. J'adore tout ce que tu fais. Là, voilà, t'es génial, voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien. Mais alors t'es nul, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? T'es archi nul, je sais pas ce que je vais faire de toi, ou des trucs comme ça. Bon, bah, on en reçoit aussi, voilà. Hein. Et des remarques, voilà. Et quand on sait faire la part entre ce qui est conditionnel et inconditionnel, c'est primordial. Parce que quand vous recevez un signe de reconnaissance conditionnel, c'est-à-dire conditionné à un aspect de vous-même, voilà, et vous le prenez comme inconditionnel, vous allez mal le prendre. Vous allez vivre avec. Vous n'allez pas faire la part des choses. Et un enfant n'est pas capable de faire la part des choses. Il ne faut pas lui demander de faire la part des choses. Il n'est pas capable. Donc, vous allez vivre avec ça. Tout ce que vous recevez, en fait, vous pouvez très bien le prendre juste comme quelque chose de conditionnel. Ça dépend si votre interlocuteur a l'intelligence de dire les choses avec justesse. Mais si c'est fait de façon un petit peu... voilà, sans grande conscience de l'autre, etc., on s'en prend plein la figure. On s'en prend plein la figure, alors soit dans un sens très positif, et tant mieux, soit dans un sens très négatif. Voilà. Et au cours de la vie, on reçoit ça tout le temps. À la petite enfance, moyenne enfance, etc.
On grandit, on devient adolescent et ça continue. On reçoit des remarques tout le temps, de nos proches, tout le temps. Puis on en attend. Hein. Et puis peut-être que dans notre vie aussi, on a manqué de regard, on a manqué de tendresse, on a manqué de câlin, on a manqué d'un tas de choses, on a manqué d'encouragement, on a manqué, voilà. On a aussi on a tout plein de besoins. Les besoins primaires qui sont manger, boire, etc. Et puis après, on a des besoins, hein. Vous connaissez la pyramide de Maslow, voilà, donc des besoins après un peu plus affectifs, un peu plus, au fur et à mesure, un peu plus spirituels. Voilà. Et si on manque de tout ça, eh bien, il faut bien qu'on se débatte dans la vie pour essayer d'exister, pour essayer de trouver sa place, pour se forger une identité. C'est quand même pas de la tarte, il faut essayer de survivre à tout ça. On ne vit pas, on est dans la survivance. Parce qu'on essaye vraiment de, voilà, sauf si on a un entourage absolument formidable, hein, à ce niveau-là, qui a fait un travail sur lui et qui connaît tout ça. Et même encore, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Voilà. Et donc c'est ça que j'appelle les souffrances égotiques. Les souffrances égotiques, c'est tout ce qu'on reçoit comme remarque, comme regard aussi. Oui, tout ça, c'est le regard, c'est du non-verbal qui peut être positif ou négatif et qui peut être inconditionnel ou conditionnel. Si je regarde ton pantalon comme ça, voilà, c'est du conditionnel. Si je te regarde toi comme ça, c'est inconditionnel. Tu vois, ça va changer vraiment beaucoup les choses. Voilà. Et au fur et à mesure que l'on grandit, eh bien tout ça, ça nous façonne. Et en fait, on additionne les souffrances égotiques sur souffrances égotiques. Mais on vit avec, on ne s'en rend pas compte. Et puis combien de fois on dit, bah, c'est normal, hein, c'est la vie, hein, bah, faut faire comme ça. Et comment tu crois que j'ai fait, moi? Et puis c'est pas maintenant que je vais changer. Les gens qui me disent aussi, bah, c'est pas maintenant que je vais changer. Hein. Ça me fait marrer ça aussi. Je rigole pas parce que ça va vexer les gens. Alors c'est un signe de reconnaissance négatif non verbal. Bref, donc en fait tout ça, c'est ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça devient surdimensionné. Voilà. On a des souffrances égotiques surdimensionnées. Et on ne sait pas comment s'en défaire, et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément bien. Voilà. Et c'est ce que moi j'appelle, pour réduire un petit peu, un ego surdimensionné. Autrement dit, je rassure, on a tous un ego surdimensionné. C'est chouette. Voilà, on peut déculpabiliser parce qu'on a tous un ego surdimensionné. Si on n'avait pas un ego surdimensionné, ça veut dire aucune souffrance égotique, eh ben on n'aurait plus aucun problème relationnel. On s'entendrait bien avec tout le monde, mais sans forcer, hein, sans faire semblant, sans prendre des postures, naturellement. Voilà. On ne prendrait plus la mouche quand on nous dit un truc, on ne serait plus susceptible du tout, on serait en pleine forme, on n'aurait plus de problèmes physiques, on n'aurait plus de symptômes. Voilà, tout irait nickel puisqu'on n'aurait plus toutes ces souffrances. Avoir un ego, voilà, d'abord on a toujours un ego, mais rétrécir voilà, son ego, voilà, c'est être vraiment détaché, être dans le détachement de tous ses besoins, de toutes ses croyances. Parce que tout ça, ça crée des croyances. Croyances qu'on est trop gros, croyances qu'on est maladroit, croyances que ceci, croyances que cela. Croyance qu'on ne va pas plaire, croyance qu'on ne peut pas être aimé, hein, voilà, enfin bref. Tout ça, en fait, pour se détacher de toutes nos croyances erronées, hein, tous nos besoins, mais des besoins excessifs. Parce qu'en fait, quand on manque de quelque chose, mais je vais vous expliquer ça après, bon, les besoins excessifs, les désirs excessifs, les tendances qu'on peut avoir, les tendances de comportement, et surtout les résistances. On est bourré de résistances, et puis on a de problèmes physiques, puis ce sont souvent symptomatiques des résistances que l'on a. Voilà. Et donc en fait c'est là-dessus que je travaille. Donc j'ai mis en place tout un procédé qui permet de décoder, à partir d'une situation de stress précise, voilà, tous les tenants et les aboutissants, à tous les niveaux, et descendre petit à petit dans la cave, voilà, au fur et à mesure, pour comprendre qu'est-ce qui a provoqué ça, ce stress-là. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Donc on descend, voilà, et on se libère de ce qu'on a découvert, voilà, avec le procédé que j'ai décrit dans Histoires érotiques. Donc c'est tout simple. Le plus difficile, c'est le discernement. Le plus dur, et je trouve qu'en ce moment, c'est ce dont on manque le plus, on manque de discernement. Voilà. Donc mon procédé s'appelle Adae.
Adaé et Sidonie. Vous avez connu ça? Vive Aglaé, Sidonie. Enfin, j'ai failli appeler ça Adaé et Sodomie parce qu'en fait c'est pas... Mais bon, j'ai pas osé. Ah bah bravo. Hein. Oh bah bravo. Bah, et ouais. Bon, on y va. Allez, il reste 3 minutes, hein. Je suis désolée. Il y aura peut-être une plus. Alors, ADAE, c'est l'acronyme de Aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. Ouais, exactement. J'aide au discernement. J'apprends aux gens à avoir du discernement, vraiment, à disséquer ce qui se passe, vraiment, pour, dans l'idée d'ajuster et d'harmoniser son ego. C'est-à-dire en se libérant de ce qu'on a découvert à la base, et il y a plusieurs choses qu'on a découvert, et s'en libérer vraiment, durablement, pour que dans la vie de tous les jours, au quotidien, on ne soit plus dans l'effort de faire attention, voilà, mais que naturellement, en s'étant libéré de ces mémoires cellulaires-là, on est vraiment un changement. C'est vraiment un procédé psycho-énergétique qui agit à ce niveau-là. J'ai travaillé sur la sophro, le reiki, le EFT, le code de guérison, l'analyse transactionnelle, l'écoute centrée sur la personne pour pouvoir faire ce travail-là. Un procédé tout simple, mais le plus dur c'est le discernement. Oui mon gars, tu as beau faire wa wa wa, le plus difficile c'est le discernement. Voilà. Et quand on a un problème, un stress, n'importe quoi, souvent on va pas bien parce qu'on n'arrive pas à discerner. Les gens ils viennent me voir et disent je vais pas bien. Ok. Et puis on part sur des généralités, etc. Et justement, l'idée c'est de ramener aux anecdotes, à la chose précisément. Là, il s'est dit un truc, pour pouvoir le saisir, pour pouvoir rebondir dessus. C'est tout le travail en écoute, justement. Enfin, il y a plusieurs manières d'écouter, hein. Il n'y a pas qu'une façon. Voilà. En tout cas, c'est avec ça que je travaille, pour vraiment aider la personne à comprendre petit à petit, à disséquer avec elle et lui expliquer aussi le procédé pour pouvoir se détacher derrière. Ce qui fait que, en fait, en se détachant de tout ça, et moi c'est ce que je fais pour moi. Voilà. C'est-à-dire que je vous raconte tout ça, mais je suis là, moi, ici, présente, avec le travail que j'ai fait sur moi. En sophro, reiki, tout ça, mais depuis 5 ans, avec le procédé que j'ai mis en place. Et donc je suis passée de 50 000 tics par jour à 1000. J'en ai toujours, j'en aurai toujours, parce qu'il y a toujours des trucs qui me stressent. Mais dès qu'il y a un truc qui me stresse, dès que je vois que je suis emballée, la machine s'emballe, que je suis partie à faire des trucs, et que ça m'handicape, et que j'ai chaud, et que j'ai déjà dépensé 10 000 calories à 10 h du matin, là je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est sensoriel? Bon, ben, je règle les choses. Hein. Est-ce que c'est relationnel? Les 3/4 du temps, c'est émotionnel, lié au relationnel, lié à tout ce que je dissèque, tout ce que je discerne dans une situation. Donc c'est à moi de repérer quelle situation je vis, là aussi discernement, pour essayer de comprendre toute la trame, toutes les trames, tout ce qui se passe dans cette situation précise, pour comprendre là-dedans, au final, quelles sont mes croyances sous-jacentes, mes besoins excessifs, ou mes désirs excessifs, ou mes tendances, etc., mes résistances que je vais pouvoir éliminer. Alors, vu comme ça, on se dit, oui, bah, c'est facile de disséquer les croyances, voilà, et puis les besoins. Bah, c'est pas si simple que ça. Parce que les 3/4 du temps, on croit que, et voilà, c'est ce truc-là, et puis on vient toujours aux mêmes choses. Alors qu'en fait, il y en a une foultitude. Et quand on comprend le procédé, après, on peut travailler pour soi, tout seul, et arriver à disséquer n'importe quelle situation de stress relationnel. Voilà. Et d'hypersensibilité, parce que, évidemment, en ayant un syndrome de Tourette, je suis hyper sensible à tout. Voilà, tout va déclencher un stress et des tics. Donc c'est pour moi ma sentinelle. Voilà, ce que la plupart des gens ne captent pas chez eux, il faut vraiment que ça en arrive à un point pas possible pour qu'ils se disent « Ah là, ça va pas, et encore ?» Bon bah moi là je me dis c'est tout de suite quoi. Là il y a un truc qui va pas, je vais pas attendre que ça dégénère. Parce que là je commence à me torturer le cou, à me déglinguer l'épaule. Là, j'ai un genou que je déglingue à cause de mes tics. Hein. J'ai le dos complètement déglingué, mais ça, ça dure depuis très 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 longtemps.
c'est complètement inflammé. Bon, j'ai eu une hernie discale, etc. C'est complètement inflammé. Si je peux me libérer de tiques pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ça va redescendre. Mais il suffit que j'en ai 3, boum. C'est comme une étincelle dans une cheminée, la cheminée est éteinte, hein, mais il reste une étincelle, il suffit qu'il y ait un petit souffle d'air dessus, et pof, c'est reparti. Donc il ne faut pas grand-chose. Hein. Voilà, donc la souffrance, elle est là tout le temps. Donc je suis tout le temps en train de travailler là-dessus. Est-ce que c'est visible en imagerie médicale? Oh, j'en sais rien du tout, j'ai jamais fait le truc. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, donc en fait, on peut, avec les souffrances qu'on peut avoir, physiques, n'importe quoi, voilà, on peut travailler sur son stress. Surtout que les 3/4 du temps, le stress, il est d'origine relationnelle. 3/4 du temps. Et on ne s'en rend pas compte. Et le stress relationnel, bah souvent on attribue à l'autre, bah oui, c'est de sa faute, quel con, bah oui, bah il a qu'à changer, enfin bon, c'est toujours l'autre. Mais en fait, c'est notre rapport à l'autre qui ne va pas, c'est notre façon de voir l'autre. Et je vous ai parlé de besoins excessifs. Alors juste pour en revenir à ça, puis après je vais terminer là-dessus, eh bien, on a tous besoin, admettons, d'être aimés. On a tous besoin d'être reconnus. Les gens qui disent « Oh non, moi j'ai pas besoin de reconnaissance, je suis au-dessus de tout ça », voilà, il y a toujours un moment donné dans leur vie où il va y avoir un truc qui va pointer du doigt qu'en effet, ils ont besoin de cette reconnaissance de machin, de bidule, dans telle circonstance. Je ne parle pas de généralité, je parle de circonstances. Et on passe trop de temps sur les généralités et pas suffisamment sur les circonstances précises. À un moment donné, là, c'est là que ça se passe. C'est ça justement le travail que je fais. Voilà. Et on a besoin d'être aimé. Normal, on ne peut pas vivre sans être aimé. Hein. Mais quand, par exemple, vous avez un besoin d'être aimé parce que dans votre enfance, vous n'avez pas ressenti ça, avec tous les signes de reconnaissance qui montrent l'amour, voilà, comme l'estime, comme la tendresse, comme un regard, comme un câlin, comme une attention, comme un encouragement, enfin, on peut faire une liste incroyable hein, par rapport à tout ça, eh bien, vous souffrez de ça. Les souffrances égotiques liées à ce manque, à ces manques-là sont énormes. Donc on a tous besoin d'amour. Bon, là je généralise. Admettons que Gertrude aime Guillaume. Elle aime. Mais Guillaume s'en fout de Gertrude. Guillaume, lui, il aime Caroline. Mais Caroline, elle s'en fout de Guillaume. N'empêche que Gertrude, elle aimerait bien attirer l'attention de Guillaume. Parce qu'elle est vraiment très amoureuse de Guillaume. Hein, il y a un Guillaume ici? Non? Une Gertrude? Bon, c'est pas grave après. Hein. Si vous sentez visé, ben c'est intéressant. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça mobilise en vous, là, du coup, au niveau mental, émotionnel, etc. Hein, voilà. Eh bien, Gertrude, elle va mobiliser plein de comportements, d'énergie pour attirer l'attention de Guillaume et pour se faire aimer de Guillaume. Donc elle va repérer plein de choses, voilà, elle va dépenser beaucoup d'énergie. Et plus elle dépense d'énergie pour se faire aimer de Guillaume, plus Guillaume, il met de la distance avec Gertrude, parce que elle est un peu lourde Gertrude à la longue. Hein, voilà. C'est pareil avec les parents qui veulent absolument que leurs enfants soient bien. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette recherche d'amour de leur enfant aussi, quelque part? Voilà. Des fois, on en fait des caisses dans nos comportements, dans l'idée, absolument inconsciente, hein, de recevoir, de combler le besoin, le manque en fait, le besoin, la frustration que l'on a vécu, voilà. Et donc en fait, ça nous amène à des besoins excessifs, voilà. À partir du moment où ça provoque une souffrance, on a tous des besoins, on a tous besoin d'être reconnus, qu'on s'intéresse à nous, qu'on nous regarde, qu'on nous aime, qu'on nous dise que notre repas était super, voilà, etc. Et puis bon, voilà, ça va bien. Mais quand ça devient une souffrance, quand ça vous empêche de dormir, quand vous êtes, quand vous sentez que vous vous recroquevillez, quand vous sentez qu'il y a des douleurs qui apparaissent et vous ne faites pas forcément les liens, voilà, c'est qu'il y a une souffrance. Et en fait, moi, c'est de ça dont je m'occupe, de la souffrance égotique. C'est pour ça, en fait, que j'appelle ça les souffrances égotiques. Voilà. S'il n'y a pas souffrance, bon, ben, moi, je vous fous la paix, hein. On fout la paix aux gens s'il n'y a pas une souffrance. Moi, on me fout la paix aussi, si, voilà. Par contre, moi, si je souffre, je me fous plus la paix, là.
Là, je m'intéresse à ce qui me cause cette souffrance, parce qu'elle est délétère chez moi. Puis j'en ai marre. Donc je vais m'y intéresser. Voilà. Pour essayer de décomposer d'où vient cette souffrance. Voilà. Et l'éliminer. Et je l'élimine. Ce qui fait que je peux me présenter maintenant. Voilà. J'ai eu des tics. Hein. J'en ai eu naturellement. Il y en a que je vous ai mimé. Voilà. Et puis sinon, eh bien, je suis en capacité d'être comme vous. À peu près. Voilà. Parce que justement, en travaillant sur mes stress relationnels, les besoins de reconnaissance, notamment quand on écrit des livres, quand on est artiste, on a besoin de reconnaissance. Certainement, peut-être encore plus que la moyenne, bien que tout le monde ait besoin de reconnaissance. Quand vous faites un repas pour 10 personnes, que vous êtes, voilà, Jacques, hein, bon, voilà. Jacques, on est dans le restaurant là, de Jacques et Virginie, à Locminé, à la Fontaine au beurre. Merci de m'avoir accueilli. Et ben, quand on est, voilà, même vous, voilà, sans avoir un restaurant, vous faites un repas pour 10 personnes, hein, et puis voilà, alors vous êtes levé tôt, ça fait 3 jours que vous creusez la tête pour savoir ce que vous allez faire, faites vos courses et tout, puis vous y mettez de bonheur, etc. Puis vous mettez les petits plats dans les grands, puis vous mettez tout votre amour et tout ça, puis les gens arrivent, hein, puis ils bouffent. Ils bouffent, ils causent entre eux, hein, ils bouffent, ils causent entre eux. Voilà. Vous allez voir si à la fin du repas vous n'êtes pas un petit peu agacé. Hein. Eh ben, l'agacement est un signe de stress et de souffrance égotique. Par besoin de quoi? Je ne sais pas, de reconnaissance certainement, mais certainement aussi de plein d'autres choses. Voilà. Et donc, quand ça s'accumule, ce genre de choses, puis quand ça devient vraiment exacerbant, exacerbé, et que ça vous mène à la colère, que ça vous mène à l'irritation, que ça vous mène à être agressif, que ça vous mène à plus être dans l'écoute, etc. Là, il y a vraiment souffrance. Vous voyez? Donc, on peut arriver à débloquer tout ça en comprenant pourquoi ça ne va pas. Et ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être absolument n'importe où. Tous les stress relationnels peuvent être travaillés de cette manière-là. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Là, ça fait 1h05, je pense, 1h06. Voilà, j'avais prévu 1 heure de conférence. Bon, on est à 1h07. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions que ce que vous m'avez déjà posé? Est-ce que vous avez rencontré des thérapeutes qui vraiment vous ont aidé pour ça? Non. Okay. Vous avez cherché beaucoup? Non, j'ai tout fait par moi-même. Okay. J'ai tout fait par moi-même, alors peut-être par vanité, hein, mais parce que en fait, j'ai le sentiment que je suis affublée de ce truc-là, pas pour rien. Ouais, okay. Et que c'est par mon travail personnel. Alors la question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, c'était est-ce que j'ai été voir d'autres thérapeutes pour m'aider à ça? Bah, ceci dit, j'ai fait de l'acupuncture quand j'étais plus jeune. J'ai vu des ostéopathes, mais pas pour ça. Enfin, j'ai vu des thérapeutes, bien sûr, mais bon, ça n'a rien donné. Voilà. Après, bien sûr, j'ai fait du yoga aussi, mais ça m'a pas. Alors, ça m'a aidé à me concentrer, le yoga. Parce qu'en fait, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du moment présent. Quand je vis le moment présent, j'ai plus de tics. Quand on a le syndrome de Tourette, quand on est concentré sur quelque chose, on n'a plus de tics. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, bah, il faut que je sois concentrée tout le temps. Donc, je fuis les contraintes. Ça va être épuisant, hein? Non, justement. Eh bien non. Ça, j'adore ça quand on me dit ça, ça va être épuisant. Chouette, elle adore. Parce que c'est l'inverse. Parce que c'est beaucoup plus... comment dire? Au début, oui, apprendre à se concentrer, tout ça, bien sûr. Mais quand ça devient sur comment dire, une capacité, parce qu'en sophrologie, on développe des capacités. Toutes nos capacités mentales, on les développe par la conscience que l'on a de ses fonctionnements corporels, internes, etc. Et donc, là, en travaillant tout à l'heure, prendre conscience des appuis, si on fait ça régulièrement, on développe cette capacité à se poser en une fraction de seconde. C'est ce que je fais depuis le début. Là. Elle est agaçante, cette mouche. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, oui. Le chien en mange. Hein. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il s'énerve. C'est à cause des mouches. Et donc, oui, on développe des capacités. Et je disais ça pourquoi? Parce que
Ça réduit. Oui, je me demandais si c'était fatigant. Ah oui, fatigant. Non, c'est pas fatigant. C'est beaucoup plus fatigant d'avoir des tics que de ne pas en avoir. Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup plus fatigant d'être dans une souffrance, voilà, que d'être en capacité de se concentrer au sens large, hein, c'est-à-dire avoir conscience de soi dans son corps, de ses fonctionnements internes, de son énergie interne, de son climat intérieur, et puis du climat extérieur aussi, puisque ça joue. Et si ça joue sur moi, ça joue aussi sur vous. Hein. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin et puis qu'il y a trop de lumière, ou il y a trop de bruit, etc., peut-être que vous aussi, ça vous stresse. Vous n'allez pas avoir de tics, mais vous allez sentir que vous n'êtes pas forcément bien là-dedans, quoi. Une ambiance. Hein. Donc voilà. Sauf que bah, moi, ça réagit immédiatement, et puis j'ai conscience je capte plein d'informations, en fait. Voilà, ça m'a appris d'être à l'écoute de tout ça, ça m'a appris à capter énormément d'informations. Voilà. Que je gère, que je traite, instant par instant. Voilà. Donc voilà. Si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Je ne suis pas un génie. C'est juste qu'il faut vraiment s'y mettre, quoi. C'est tout, il faut le décider. Mais c'est possible, ça. Donc non, c'est pas fatigant d'être concentré tout le temps. Au contraire. Par contre, en effet, ça demande d'y penser. Si j'y pense pas, je suis happée par le mouvement extérieur, par le stress extérieur, par le stress des autres. Moi, en tant qu'accompagnante, thérapeute, sophrologue, etc., je ne peux pas me laisser happer par le stress des autres. Pourtant, je me fais happer parce que je capte beaucoup de choses. Donc souvent, j'ai des tics aussi. Mais ils le savent, je préviens quand même. Je capte plein de choses et que je traite au fur et à mesure. Voilà. C'est en fait la maladie d'hypersensibilité. Ah bah, on est au top de l'hypersensibilité. Hein. Donc, alors, je préviens, alors j'informe que si vous êtes hypersensible, ça se soigne. Hein, ça se soigne. Parce que, vous voyez, moi j'ai un syndrome qui est quand même lourd, qui peut être, franchement, dans mon enfance et mon adolescence, c'était lourd pour mes parents, c'était lourd pour mes proches. Là, ça peut être lourd pour mon mari aussi, quoique il y a quand même 30 ans qu'on est ensemble, donc apparemment ça va. Mais je me suis toujours dit, il faut que je travaille dessus, pas que non plus que ça soit un poids pour les autres. Et du coup, l'hypersensibilité, avec le travail que j'ai créé, la méthode que j'ai créée à Daé, eh ben, je travaille vachement dessus, l'hypersensibilité relationnelle qui me provoque aussi tous ces tics. Donc on peut travailler sur l'hypersensibilité. Et on ne peut pas demander toujours aux autres à comprendre, oui, on peut leur expliquer. Excuse-moi, je postillonne pas trop, non? On peut pas demander à tout le monde, tout le temps, de comprendre, de se mettre à notre place, etc. Je peux pas passer mon temps à demander aux gens, c'est ce que je demandais avant. Je voulais que les gens me comprennent et se mettent à ma place, etc. tout le temps. Mais j'étais en colère tout le temps, parce que pourquoi? Parce que c'était un besoin excessif qui m'amenait à des comportements excessifs aussi. Donc de la colère tout le temps, quoi. Donc à un moment donné, bon, ça va bien. Et du coup, quand j'ai été mis en face de tout ça, là, eh bien, à travailler tout ça, je ne demande plus à l'autre de... Voilà, j'explique. Mais après, s'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, ben, tant pis. Il a aussi ses souffrances égotiques, ses limites. Et puis c'est tout. Et puis je ne m'accroche pas. Je ne vais pas non plus, m'accrocher à essayer de convaincre, à essayer de faire comprendre à quelqu'un. Voilà. Je veux dire, je me protège aussi, quoi. Au niveau de l'énergie, je me protège aussi. À un moment donné, quoi. Ça va bien. Donc, on ne peut pas demander tout le temps aux autres de se mettre à notre place. Il faut faire un travail sur soi. Voilà. Et avec ce travail-là, eh ben, l'hypersensibilité relationnelle, l'hypersensibilité tout court, on peut la travailler. Voilà. Et puis, il n'y a pas que ma méthode, il y a plein d'autres méthodes, évidemment. Là, je vous expose ça parce que c'est moi, parce que c'est mon travail. Mais évidemment, il y a plein d'autres manières de faire. Mais alors ça, c'est hyper efficace. Et j'en suis la preuve vivante, mon un chien. Bravo. Vous avez soulevé tout à l'heure au niveau cellulaire, est-ce que vous avez travaillé sur vous en épigénétique? Alors, je suis infirmière et oui, je travaille là-dessus avec certaines personnes qui viennent vers moi et je voudrais savoir si vous l'avez fait avec vous. Qu'est-ce que vous entendez par travailler sur moi en épigénétique? Sur moi-même? Non, moi, vous me dites, est-ce que vous avez travaillé sur vous en épigénétique? Comme c'est au niveau cellulaire et vous avez... oui. C'est comme je suis malentendante, donc je suis comme vous, je capte au niveau des énergies. Vous avez soulevé le mot au niveau cellulaire et moi ça m'a fait tilt de savoir si vous avez fait de l'épigénétique sur vous-même. Mais j'en fais tout le temps. Voilà, c'est pour ça. Je baigne dedans.
puisque l'épigénétique, vous savez ce que c'est? Non, beaucoup de gens ne savent pas Bon, ça. en fait, il y a la génétique, bon, bah, c'est ce qui est très au gène, mais l'épigénétique, c'est ce qui a trait à l'environnement, en fait. Notre environnement qui agit sur nous. Voilà, et qui va, si vous êtes dans un environnement de gens qui fument tout le temps, par exemple, vous allez peut-être développer aussi des tendances à fumer, des choses comme ça, et ça va transformer aussi votre génome petit à petit. Voilà. Et en fonction des gens avec qui vous êtes, eh ben, votre génome peut aussi bouger, parce qu'il n'est pas figé le génome. Hein, on découvre Moi, toujours plus, je vais plus en profondeur, parce que là, vous parlez par rapport à l'environnement. Oui, mais quand j'y viens. l'épigénétique, c'est plus au niveau cellulaire par Oui, rapport à la mais personne. j'y viens. C'est pour expliquer un peu de pédagogie. Donc voilà, donc il y a l'environnement, et puis qui va créer chez vous des tendances, des comportements, des modifications, etc. Au niveau génétique. Quoi, hein, voilà. Et il y a aussi notre environnement intérieur que l'on crée nous. Et c'est ça que l'on fait quand on travaille en sophrologie, quand on fait un travail sur soi, quel qu'il soit. On travaille sur nous. En sophro, on travaille vraiment sur le corps, la conscience du corps, la conscience des émotions et comment elles se traduisent dans le corps et les pensées, etc. Donc, on travaille là-dessus. Et en Reiki aussi, mine de rien, on travaille là-dessus. Et il y a plein de techniques en Reiki, c'est pas juste poser les mains. Et puis il y a les idéaux du Reiki. Les idéaux du Reiki, il faudrait que je fasse une conférence là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Voilà. Donc c'est toute une philosophie aussi de vie. Et il y a comment on se comporte avec nous-mêmes. C'est ça qui m'a amené à créer Adae. C'est comment on se comporte intérieurement, comment on pense, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, de ce qu'on ressent. On les rejette tout le temps, on les accueille, on les transforme, on les accepte. On va voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est vrai, j'ai tendance, par exemple, à me mettre en colère. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup et des choses comme ça, vous voyez. Et oui, c'est vrai, j'ai des lâchetés. Oui, c'est vrai, j'ai des hontes. Et il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler à l'intérieur de soi en prenant conscience. Et c'est ça qui va changer, en effet, aussi notre génome. En quelque sorte, c'est pas notre génome, mais la manière dont les gènes vont traduire c'est ça, au niveau de l'information. Au niveau de l'information, et qui va se répercuter sur nos comportements, sur nos façons d'être, sur notre corps et tout le reste. D'accord ? Donc il y a l'environnement extérieur, bien sûr, et puis il y a son propre environnement. Moi, c'est là-dessus que je travaille. Mais à partir de l'environnement extérieur, qu'est-ce qui vous fait à l'intérieur ? Pourquoi ça vous altère à ce niveau, à ce moment-là ? Et c'est justement, et de fil en aiguille, et après, une fois qu'on a détecté tout ça, c'est bien intéressant, mais on fait quoi, madame ? On fait quoi ? Eh bien justement, on libère. On libère. Et c'est d'autant plus percutant, la libération, qu'on a fait tout ce travail de discernement avant pour tomber sur la phrase juste, parce que ça se fait avec une phrase, la phrase juste. C'est la justesse. Et en fait, tout ce dont je vous parle, en fait, c'est la justesse. Travailler sur sa justesse, travailler à la congruence. Vous savez ce que c'est la congruence ? Non. Alors, la congruence, vous savez, quand on dit c'est incongru, vous dites ça, c'est incongru. Bah oui, mais par contre, on ne connaît pas la congruence. Alors, la congruence, c'est être vraiment, voilà, c'est l'alignement parfait entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ce qu'on est, et j'ajoute, et nos valeurs. Voilà. Donc, voilà. D'accord ? Donc, c'est vachement dur d'être congruent. Et plus on est congruent, c'est être aligné, exactement. C'est être dans cette honnêteté avec soi-même. Être honnêteté profonde, qui se ressent dans le corps. C'est un travail journalier. C'est un travail journalier, je confirme. Travail d'une vie. Travail d'une vie. Travail instant par instant. Voilà. Donc c'est ça la congruence. On n'y arrive jamais. Heureusement. Hein? On veut toujours sinon, on s'ennuierait autrement. Voilà, exactement. Il n'y aurait pas de guerre. Voilà, à un moment donné. Si on a tout de suite. Bah oui, c'est chiant. C'est à force de dire l'après-midi le contraire de ce qu'on dit le matin. Oui. Oui, on reconnaît. C'est force de faire l'inverse. Oui. Alors, il y a aussi le fait qu'on peut dire un truc le matin et par un travail, une prise de conscience ou une rencontre, on se rend compte que finalement, là on ajuste. Et là, on peut être congruent. On est plus congruent finalement que le matin. Mais oui.
Eh Ça oui. justifie. Ah ben bien sûr, si c'est juste, je vois bien ça, s'il est juste. Voilà. Et quand vous sentez dans votre corps qu'il y a un truc qui ne va pas, dans les idéaux du Reiki, les idéaux du Reiki sont au nombre de 5, c'est la philosophie qui sous-tend le Reiki. Voilà. C'est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère, juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement, et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Alors, il faudrait disséquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour chacune de ces phrases qui rassemblent toute notre vie en fait. Voilà. Pour être vraiment dans la congruence. Juste pour aujourd'hui, je suis honnête avec moi-même. Ben, c'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Couchez-vous le soir avant de vous coucher à faire le bilan. Est-ce que j'ai vraiment été honnête avec moi-même aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours dit oui alors que je voulais dire oui? Est-ce que j'ai toujours dit non alors que je voulais dire non? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je dis oui alors que je voulais dire non? Est-ce que tout ce que j'ai fait c'était en accord avec mes besoins, avec mes valeurs, avec voilà? Est-ce que tout ça c'est en accord quoi? Pas forcément. Pas forcément. Hein. Et souvent, quand on a une douleur qui se réveille, c'est ce que je dis des fois aux gens voilà, je dis, où est-ce que tu n'as pas été juste avec toi-même? À quel moment tu n'as pas été juste avec toi-même? Tu sens que cette douleur, là, elle se réveille, elle est là en toi tout d'un coup. Qu'est-ce qui, dans ta journée, là, tout d'un coup, n'a pas été juste? Voilà. Pas que les autres n'ont pas été justes avec toi, parce qu'ils ne peuvent pas savoir ce que tu vis intérieurement. Mais toi, tu n'as pas été juste avec toi-même. Peut-être en n'adoptant pas le bon comportement en face de la personne, peut-être en ne te respectant pas, peut-être en n'étant pas honnête avec toi-même, peut-être en n'osant pas, peut-être en ne t'autorisant pas, peut-être... Ouais. Où est-ce que tu n'as pas été juste avec toi-même? Et quand on travaille là-dessus, vraiment profondément, et qu'on sait s'en libérer, eh bien vraiment, on peut retrouver une santé, vraiment. Et la santé, bah, vous savez, c'est pas juste la santé physique, c'est la santé aussi émotionnelle, mentale et relationnelle. Et relationnelle. On parle d'immunité beaucoup en ce moment. Alors on peut bien manger, faire du sport, tout ce que vous voulez, on peut quand même avoir des graves maladies, hein. Ça n'empêche pas, parce qu'il manque la santé relationnelle. Relationnelle. Nom d'un chien. On n'en a pas beaucoup. Eh ben oui, eh ben, c'est ce que je travaille. Parce que je sais à quel point c'est vital. Et je le vis, ça, moi. Et c'est vital pour moi. C'est vraiment tellement important que j'ai vraiment à cœur de le transmettre et de le transporter, quoi. Parce que je vois à quel point on en souffre de tout ça. Et c'est dommage. Voilà. Est-ce que vous avez des répits Des répits? Ouais. Oui, des répits de quoi? Des moments de répit. Des moments de répit que vous n'avez pas oui, quand à vous occuper de... Quand je suis vraiment juste avec moi-même, ouais. Et j'en ai de plus en plus. De plus en plus longtemps. Ouais. Oui. Et à force, c'est vrai, de m'être détachée de plein de besoins. Voilà, là c'est sombre, là je regarde pas la arbre. Coucou, je suis toujours là. C'est radio là maintenant, radio. Heureusement que j'ai un truc blanc parce que sinon... c'est drôle, bon c'est pas grave. Je suis pas une pro non plus, je suis pas une pro. Oui, à force de me détacher de mes besoins excessifs que j'ai pu identifier, de tout ça, les croyances erronées, les désirs excessifs. Alors, les désirs, c'est les aspirations qu'on a, et puis qui sont vaines. On dépense une énergie incroyable dans certains désirs qu'on peut avoir, qui sont vains. Hein. Enfin, arrêtez à un moment donné, mais il faut déjà savoir discerner ça. Voilà les tendances que je peux avoir aussi, voilà, et puis les résistances. Là, je travaille beaucoup sur les résistances en ce moment. Alors, comme ça fait quand même plusieurs années que je travaille dessus, plusieurs fois par jour, je peux vous dire, j'en ai abattu du boulot. Et j'ai bien vu que l'impact que ça avait immédiatement sur mon système nerveux, psycho, tout ça. Ouais. Immédiatement, quoi. Immédiatement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup plus d'humour. D'humour, pas simplement avoir de l'esprit, avoir la répartie et tout ça, hein, c'est pas ça. Mais l'humour dans le détachement. Vous voyez, des choses dont je ris maintenant, alors qu'avant, je me serais bagarré contre, j'aurais été dans la réaction. Alors que là, de plus en plus, en fait, j'en rigole. Je vois des trucs qui avant, j'assiste à des choses où moi, j'en fais partie et je rigole. Ça m'amuse. je trouve ça tellement... ça ne m'atteint plus. Ça ne veut pas dire que je suis indifférente. Hein.
Mais je suis détachée. Quand je dis je m'en fous, c'est un détachement. Je m'en fous d'un truc qui avant me sclérosait, voilà. Et puis j'en suis arrivée à m'en détacher et donc à m'en fiche. Alors que être indifférent, c'est quand on ne voit pas les choses, elles n'existent pas pour nous. Voilà, elles n'existent pas, c'est différent. Pour s'en fiche, et le travail de je m'en fous, comme on voit beaucoup dans le développement personnel, en ce moment je m'en fous, j'inspire, j'expire, je m'en fous, voilà. Voilà. Oui, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est de façon un peu plus élaborée quand même. Oui, c'est vraiment le détachement. Et le détachement mène vraiment à la joie et à l'humour, quoi. Et c'est là qu'on voit la preuve. Là, il n'y a plus à se forcer à. Quand je rencontre des fois certaines personnes de mon entourage, voilà, avec lesquelles je pouvais m'accrocher avant, je me rends compte que ouais, j'ai ce sourire là, je suis plus du tout atteinte et je dis plus les mêmes choses, je suis beaucoup plus moi-même, je suis moins à faire attention, à pas vexer, à pas et voilà, et le fait est que je ne vexe pas pour autant et que je suis pas tout va bien. Et ça se passe beaucoup mieux. Les relations se passent beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus simple. Et il faut travailler pour arriver à la simplicité. Hein. On peut faire le lien entre détachement et déraison. Détachement et déraison, faudrait déjà analyser la déraison, ce que c'est. Quoi. Là, je sais pas. Je suis pas sûre. Faudrait voir ce que tu entends par déraison. Déraison, c'est par exemple déraison. Alors la question c'est on peut faire le lien entre détachement et déraison. Je voyais un truc, par exemple, quand tu arrives à rire de toi, enfin, oui. que tu as de l'humour envers toi-même. Ouais. Dérision, tu veux dire. Ah oui. Dérision, non Dérision. Ouais, peut-être, oui. Ah bah dérision, oui. Oui. Détachement et dérision, oui, plus que déraison, parce que déraison, là... Je suis pas sûre, là il faudrait une autre conférence. C'est pas de mon rayon là, par contre, c'est psychiatrique là je pense. Dérision, oui, bien sûr. C'est pas un rire jaune non plus. C'est un rire sain, c'est un humour sain. C'est quelque chose qui se rapproche de la simplicité. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'enfant. Moi il y a un problème, c'est quand même au niveau des enfants là. Les enfants. Ces enfants-là. Bah justement, alors le problème, alors le problème des enfants qui ont le syndrome de Gilles-de-la-Tourette, alors toujours les jurons, les machins. C'est terrible. Alors il y en a qui sont heureusement bien entourés et dans des classes avec des enseignants qui sont au courant et qui sont peut-être un peu formés à ça. Mais moi, ça m'étonnerait. Un petit peu, mais bon, déjà les médecins ne sont pas formés à ça. Vous savez que dans le Téléthon, le Généthon, etc., on ne parle jamais du syndrome de Gilles-de-la-Tourette. Hein. Les maladies du cerveau, on ne parle jamais du syndrome de Gilles-de-la-Tourette. Hein. Complètement oublié. Hein. Bon, bref, ça peut se passer bien. Moi, ça a été pour moi. Mais il faut savoir que les enfants qui ont le syndrome de Gilles-de-la-Tourette, ça peut être juste un syndrome de Gilles-de-la-Tourette comme moi. Voilà. Donc, et puis il y en a qui s'additionnent d'autisme, par exemple, ou de TDAH, c'est-à-dire de troubles de l'attention et l'hyperactivité, enfin un tas d'autres choses. Alors là, ça se complique. Hein. Ça devient très très compliqué. Il y en a beaucoup qui sont déscolarisés. Oui, c'est très compliqué. Très. Surtout qu'il y a un rejet aussi des enseignants, de la société, puis des enseignants, du corps enseignant, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. C'est difficile pour eux. Bon, en même temps, je ne jette pas la pierre. Les enseignants sont là pour enseigner, pas non plus pour faire un travail. Voilà. Il faudrait plus d'accompagnants, comment on appelle ça, les AVS, les AVS, etc. Il faudrait vraiment que ce soit pour ces enfants-là ou tous les autres, quoi, pour qu'ils puissent suivre. Dans la classe. Oui, déjà, oui. Bon, moi, j'ai vu une fois, alors une maman, parce que je faisais partie de groupes, enfin bon, quand mon livre est sorti, il y a des groupes qui m'ont invité à faire partie de leur groupe de syndrome de Tourette, quoi. Moi, j'ai jamais éprouvé le besoin d'en faire partie, parce que quand j'ai découvert ce que j'avais, je faisais déjà de la sophrologie, donc je me traitais déjà moi-même, donc j'ai pas éprouvé le besoin de me rapprocher de groupes, voilà. Au contraire même, parce que j'avais peur comme on a des neurones miroirs hyperactifs, qu'on copie tout ce qui se passe, j'avais peur de me retrouver avec les tics des autres. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre Authentique, d'ailleurs. Parce que quand j'ai écrit mon livre Authentique, au départ, j'en avais quasiment plus de tics.
J'étais arrivée à 2% de tic, quoi, avec tout le travail que j'avais fait. Et puis, j'ai eu un jeune client qui avait le syndrome de Tourette. J'ai suivi pendant 6 mois. Et sa maman, elle m'a dit, avec tout ce que vous nous expliquez et tout ça, ça serait bien que vous fassiez un livre. Comme un des neurologues que j'avais vu 18 ans plus tôt, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, il a mon livre, je ne sais même pas s'il l'a déjà ouvert. Hein, donc, bon. Ils ont trop de travail, donc il ira quand il sera à la retraite. Et encore. Donc, dans un moment perdu de désœuvrement. Et donc, qu'est-ce que je disais, moi oui, donc j'ai recopié l'éthique de cet enfant, de ce jeune, pour me remettre dans l'ambiance du syndrome de Tourette, pour pouvoir écrire le livre et décrire tout ce que je décris dedans. Un peu comme un alcoolique abstinent se remettrait à boire, si vous voulez, pour pouvoir écrire et décrire, être son propre laboratoire pour expliquer. Voilà, sous forme d'une histoire en plus, parce qu'il y a des personnages et tout, c'est un roman en même temps. Hein. Voilà. Alors en ce qui concerne l'enseignement, dans ce groupe, j'ai une fois une maman qui écrivait que son enfant, il proférait des jurons, hein, il était atteint de coprolalie en plus de tous ces tics, il voulait absolument vérifier 36 000 fois que la porte était fermée, que le truc de son tiroir, enfin bon, c'est infernal. Le temps qu'on perd, c'est pas possible. Eh bien, la psychologue scolaire avait préconisé qu'on mette sur son bureau des planches de bois, comme ça, il ne dérangerait pas les autres. On est où là? Au Moyen-Âge, hein? Oui. Excusez-moi, quand vous dites ils font des jurons, ils jurent des gros mots. Des gros mots. Des gros mots, oui. Mais on est entre nous. Vous pouvez en dire qu'un enfant peut dire? Ah non, mais c'est par phrase. Ah oui, mais c'est. J'ai pas compris ce que Un enfant qui a atteint de coprolalie, il va crier pute, bite, connard, connasse, putain, ta mère, voilà. Ah bah c'est sûr qu'en classe, c'est un peu gênant quand même. Faut comprendre aussi. Maintenant, les jeunes, ils font ça sans l'éthique. Non, mais sans l'éthique. Quelque part, moi j'ai une cliente qui vient manger. On a des gens qui viennent manger avec des gens qui ont des handicaps, soit qui sont aveugles, et on a parmi eux une dame qui vient manger. Et pendant tout le repas, elle dit on s'en fout. S'en fout, on s'en fout. Elle vient là pendant 1h30, à chaque fois que je ramène un truc, elle dit ça. Oui. Quelque part, elle dit ça. Mais moi, bon, si on s'en fout, je comprends ça. Elle m'a plu, je dis, elle est où la dame? Mais moi, ça fait du bien. Et du coup, quand j'ai un truc qui va pas, je me dis, mais on s'en fout. C'est un tic qu'elle a de dire on s'en fout ou c'est vraiment un s'en fout? Non, c'est un tic. Elle dit que ça. D'accord, ok. Bah, faut voir si elle a d'autres tics derrière, mais il se peut que ce soit le syndrome de Tourette, mais il se peut que ce soit un désordre au niveau cérébral aussi. Des fois, après certaines attaques cérébrales ou certaines maladies, on peut avoir un problème comme ça, à répéter des mots. Voilà, c'est un problème psychiatrique à souvent. C'est un message pour toi. Spécialement pour toi. Neurologique, je veux dire, pas psychiatrique, mais Je neurologique. passe, moi, Jacques, je dis toute la journée, on s'en fout. C'est un peu comme les gens qui mettent médecin à chaque bout de phrase. Mais c'est pas forcément le syndrome de Tourette, ça peut être autre chose. Je voulais vous demander, parce que j'ai été pendant plusieurs années infirmière en addicto, et puis bon, pour les personnes qui ont des problèmes de dépression, j'ai eu plusieurs patients qui ont eu le même syndrome que vous. Ouais. Et les psychiatres donnent souvent des anxiolytiques et des régulateurs d'humeur. Ouais. Ah, forcément, la personne elle est plus elle-même, quoi. Non, alors oui, c'est ça. Donc c'est le problème actuel, c'est qu'au niveau médicaments, on n'est pas très au point. Alors il y a des choses qui évoluent, hein, ils découvrent des nouvelles molécules, etc. Qui peuvent aider certains patients, mais pas tout le monde. Il y a certains patients à qui ça va aller, puis il y a d'autres pas du tout. Moi, quand j'étais gamine, j'avais de l'aldol. Oui, alors. Hein, bon, l'aldol, j'en prenais mes petites gouttes d'aldol et tout ça, mais j'étais complètement cuite après. Ouais, j'étais éteinte. En général, ils dorment toute la journée. Ouais, c'est ça. Donc, alors j'ai commencé à faire du yoga à l'âge de 16 ans, et puis suite à mes premiers cours de yoga, où du coup j'ai appris à me concentrer, c'est ce que m'a appris le yoga, à me concentrer, donc c'est déjà énorme. J'ai jeté mes gouttes. J'ai plus rien pris. À partir de là, je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai commencé à travailler toute seule.
C'est parfait. Et tout le monde pouvait prendre exemple comme vous. Bah, il y aurait des personnes en psychiatrie. Non, quand même pas. Non, parce que des fois c'est utile. Hein. Moi je rejette pas les médicaments pour autant. Hein. Il y a des personnes pour qui c'est utile dans un temps pour faire une transition. Mais ça, moi j'encourage les gens qui prennent des médicaments à aussi faire un travail sur eux. Un vrai travail sur eux. Pas en surface. Oui, puis un vrai travail. Alors moi je travaille beaucoup en groupe. Hein. Dans les groupes d'ADAE, d'aide au discernement pour l'ajustement et l'harmonisation de l'ego. J'ai des groupes aussi, je fais en individuel et j'ai des groupes. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous en parler après la conférence. Voilà. Mais oui, et en groupe, c'est vachement riche parce que on cherche tous pour une même situation, tout le monde là, et c'est génial tout ce qui peut sortir. Et chacun va trouver sa propre problématique et la libérer, quoi. En groupe, c'est le travail qu'on fait, c'est dingue. C'est puissant. C'est puissant. Ouais. Puis on ne tourne pas autour du pot pendant 107 ans, quoi. Voilà, c'est pas... On va pas... Voilà, alors bon, il faut être prêt, hein, parce qu'on travaille sur son ego, sur ses souffrances égotiques, il faut être prêt à ça. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là. On va peut-être arrêter la caméra aussi. Voilà, bisous tout le monde. Et puis, bah, si vous avez aimé, bah, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Hein, vous leur dites hein, aussi. Voilà. Et puis, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez acheter mes livres aussi. Donc, érotique, authentique. Parce qu'il y a, voilà, il y a En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. Ça, c'est la sophro. Authentique. Voilà. Et puis... Voilà. Et puis, histoires érotiques où j'explique mon procédé. Voilà. Bon, ben voilà. Vous pouvez les trouver partout, il suffit de les commander. À bientôt. Merci.